Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons des sujets divers à discuter, à commencer tout de suite par le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue djiboutien qui ont tenu une conférence de presse conjointe, donc les relations bilatérales entre l'Égypte et le Djibouti, l'orientation de l'Égypte vis-à-vis de l'Afrique. Aussi, nous avons un autre sujet à discuter concernant un organe de tutelle de la presse et de l'audiovisuel dont les membres seront désignés par le chef de l'État, va être créé en Égypte et donc on va jeter la lumière sur cet organe, son rôle, son objectif. Et aussi nous allons parler de Netanyahou et d'Obama et de la première historique depuis 1979, les États-Unis qui n'ont pas utilisé leur droit de veto contre la résolution des Nations Unies qui condamne la colonisation d'Israël sur les territoires occupés. Eh bien, pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Hicham, analyste politique. Bonsoir. Et nous allons commencer tout de suite par notre premier compte rendu concernant le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue djiboutien qui ont tenu une conférence de presse conjointe à la suite des entretiens au cours de laquelle le chef de l'État a affirmé la poursuite du renforcement de l'Égypte, de son rôle djiboutien sur tous les volets. Les deux responsables ont mis l'accent sur l'importance de déployer davantage d'efforts pour promouvoir la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Plus d'éclaircissements dans ce compte rendu de AHL. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi au palais de l'Ittihadiyya son homologue djiboutien Ismaïl Omar Guelleh en visite au Caire. Au cours de la réunion, les deux chefs d'État ont examiné la relance des relations bilatérales sur tous les échelons, en outre d'un nombre de questions d'ordre africain, international d'intérêt commun. Les deux chefs d'État ont assisté à la signature d'un nombre d'accords et de mémorandums. À l'issue de leur entretien, le président el-Sisi, son homologue djiboutien, ont tenu une conférence de presse conjointe, au cours de laquelle le chef de l'État a affirmé la poursuite du renforcement de l'Égypte, de son frère djiboutien, sur tous les volets. Les deux responsables ont mis l'accent sur l'importance de déployer davantage d'efforts pour promouvoir la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Docteur Hicham Youssef, analyste politique et nos relations avec le Djibouti. L'Égypte reprend ses relations diplomatiques d'une façon très étroite avec les confrères africains. Et là, c'est avec le Djibouti et nos relations conjointes. À votre avis, dans quelle mesure l'Égypte est susceptible de soutenir et d'appuyer le Djibouti à tous les niveaux? Bon, tout d'abord, il faut quand même appuyer sur le côté diplomatique et politique, parce que le Djibouti, c'est un pays placé géographiquement dans un côté très très stratégique à l'entrée de la mer Rouge. Ça veut dire quand même, pour avoir une relation avec la Djibouti, c'est un élément quand même très important pour l'Égypte pour le moment, spécialement avec le menace aussi de barrage de l'Éthiopie aussi. Et si l'Égypte commence à avoir des alliés africains, ça veut dire tous les pays qui vont utiliser leur poids politique pour résoudre le problème de cette menace de barrage, de construction de barrages en Éthiopie. Ça aussi, ça joue un rôle très important pour l'Égypte et pour le moment, pour avoir des relations diplomatiques, comment dirais-je, des relations stables avec les autres pays pour utiliser leur présence, utiliser leur poids politique, pour avoir des relations avec des pays africains, des relations commerciales, des relations économiques, des relations diplomatiques. C'est ça qu'on cherche pour le moment avec des pays comme le Djibouti. À votre avis, qu'est-ce qui a retardé
le grand projet africain, celui de la création d'un marché africain commun, d'avoir plus de relations, d'avoir des relations plus étroites avec l'Afrique? Est-ce l'infrastructure? Est-ce les conditions difficiles de l'Afrique? Est-ce qu'on ne se connaît pas assez? Le manque de volonté, à votre avis, qu'est-ce qui entrave la création de ce grand marché africain commun? On cherche toujours les intérêts des autres pays. Ce n'est pas l'Égypte qui va décider qu'on va appliquer ces projets. C'est un projet immense aussi, et pour le réaliser, ça demande beaucoup d'efforts. Mais aussi, il y a pas mal de pays en Afrique, il y a des pays européens qui s'intéressent à investir en Afrique. Spécialement l'Afrique, c'est un continent très très riche dans les matières premières. Et les pays européens ne vont pas laisser l'Afrique développer et pousser comme ça sans quand même mettre le nez dans tous les projets qui vont ressembler tous les pays africains pour créer l'ONU africain aussi. C'est pas facile à réaliser tout ça. Ça demande beaucoup de travail au niveau diplomatique, au niveau économique aussi, parce que le rôle de l'Égypte en Afrique, c'est un rôle très important, mais pour le moment, on n'a pas encore rempli notre rôle vers l'Afrique. J'espère qu'avec le nouveau les nouvelles étapes d'avoir des relations avec le pays africain, ça va ouvrir des portes pour quand même élargir et, je ne peux pas dire doubler, mais quand même développer les relations avec les autres pays. Très bien. Nous allons passer à un autre volet, celui concernant l'organe de tutelle de la presse et de l'audiovisuel dont les membres seront désignés par le chef de l'État. Cet organe va être créé en Égypte en vertu d'une loi promulguée lundi par le chef de l'État. Le Conseil suprême de la presse et des médias sera notamment chargé de veiller au respect des règles de la concurrence, de l'éthique journalistique, de l'indépendance et de la neutralité de l'information. Ayachel nous donne plus d'éclaircissements. L'Égypte s'est enfin dotée d'un Conseil suprême de la presse et des médias. Le Conseil sera chargé de veiller au respect des règles de la concurrence, de l'éthique journalistique, de l'indépendance et de la neutralité de l'information. Il aura le pouvoir d'infliger des amendes et de suspendre la publication ou la diffusion des journaux et des émissions, et pourra également retirer les autorisations de la presse étrangère. Son président sera désigné par le président Abdel Fattah el-Sisi, qui choisira également les autres membres sur recommandation de différentes instances, dont l'appareil judiciaire et le Parlement. Selon Yahya El-Lej, président du syndicat de la presse égyptienne, cette instance, dont le rôle est essentiellement administratif, ne menace pas la liberté de l'information, qui fera l'objet d'un texte distinct. Cette deuxième loi sur la presse portera également sur la confidentialité des sources et les relations entre l'information et la sécurité, selon des parlementaires et des représentants de la profession. Dans quelle mesure l'Égypte aurait besoin d'un tel organe? On a besoin d'un tel organe fortement pour le moment. Parce que quand on regarde dans toutes les chaînes télévisées ou dans les journaux, la plupart du temps, on trouve des choses qui provoquent sur un certain sujet. Et des fois, on se demande, est-ce que les médias sont perdus leur vrai rôle ou sur leur nouveau rôle parmi le peuple là, parce que le média, depuis très très longtemps, il a un rôle très très important pour le développement, pour aider les gens
de s'échanger pour aider les gouvernements de transmettre leurs idées vers les gens. Dans tous les domaines, les médias jouent un rôle très très sensible et très très important. Alors là, il faut quand même organiser pour le moment, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont complètement perdus entre les chaînes qui diffusent des sujets qu'est-ce qu'on peut dire sur ces sujets-là c'est des sujets qui donnent à rien à la fin, mais ça chauffe une partie contre un autre parti. C'est pas du tout. On ne sait pas exactement. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est quelque chose inventé pour faire des problèmes? Est-ce que c'est une façon très bien étudiée pour couper les relations entre le peuple et les gouvernements? Est-ce que c'est une méthode dirigée pour créer des problèmes seulement? Pour le moment, vraiment, le rôle des médias, c'est pas du tout clair, c'est pas du tout, ça donne pas vers le bien de notre pays. Alors là, il faut quand même organiser ça, il faut quand même créer une loi qui peut organiser ça dans les cadres de liberté et les démocraties. Il y en a qui vont comprendre ça comme une démarche susceptible de porter atteinte à la liberté d'expression. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord, mais quand même, quand tout le monde réunit pour discuter sur une loi qui organise ça, je crois que ça va être tout le monde, parce que c'est discuté dans l'Assemblée nationale. C'est tous les députés qui vont quand même, chacun discute, est-ce que ça va limiter, ça ne va pas limiter, c'est bien comme ça, c'est pas bien comme ça, c'est légal, c'est pas légal, c'est contre la démocratie, c'est contre la liberté d'expression. On va voir, parce qu'on a élu l'Assemblée nationale pour ça, c'est pas pour autre chose. Mais les gens qui disent et qui parlent dehors l'organisation, comment dirais-je, officielle, c'est que de point de vue de leur propre opinion. Mais pour sortir quelque chose comme ça, avec les responsables, on verra qu'est-ce que ça va donner exactement pour appliquer tout ça. Ce n'est pas il y a des gens qui disent c'est évident, c'est pas évident, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas les gens qui vont juger ça. C'est une loi pour organiser, pour établir une partie de discipline dans les sociétés égyptiennes, spécialement dans les médias. À votre avis, est-ce que ceci remplace la création d'un syndicat pour les médias? Parce que nous n'avons pas de syndicat pour les médias, peut-être un syndicat pour la presse écrite. Oui. Mais je veux dire, pour les présentateurs de télévision et de radio, il n'y a pas de syndicat. Oui. Donc, est-ce que ceci va jouer le rôle, c'est-à-dire, non seulement ça va gérer un petit peu la loi et les idées qui sont propagées, mais est-ce que aussi cet organe, à votre avis, sera chargé de défendre les journalistes aussi? J'espère que c'est le rôle de cet organe chargé de se défendre les gens qui travaillent dans les médias. Parce que, comme vous dites, il y a le syndicat des journalistes, mais le reste des branches de médias, il n'y a pas. Alors là, si l'organe va défendre le rôle, mais est-ce que le rôle des journalistes ou d'autres gens qui travaillent dans les médias, est-ce qu'ils ont besoin de cet organe ou pas? Est-ce que c'est bien de marcher avec ça ou on est bien comme ça avec le loi de... Comment s'appelle le nouvel règlement? Est-ce que le fait que ça vient d'après une loi promulguée par le chef de l'État et une décision présidentielle, est-ce que ceci va montrer que c'est vraiment
une main de fer qui détient un petit peu les médias et les journalistes, ou est-ce que c'est juste parce que c'est lui qui a eu l'idée de créer un tel organe? Je crois que c'est une idée ou c'est quelque chose pour donner l'occasion aux gens de parler, de dire c'est le président qui a proposé de faire quelque chose pareil. Et je crois que quand on est en train de créer un système pour organiser une telle organisation très sensible ou très important comme le média, aussi il faut quelqu'un qui prend les décisions, mais le reste, c'est l'Assemblée nationale, elle doit voter pour sortir une loi, pour faire ça. Ce n'est pas une décision de président. Est-ce qu'on peut utiliser l'expression le main de fer contre les médias? Ce n'est pas contre les médias qui travaillent pour le bien de notre pays. Logiquement, c'est contre quelqu'un qui travaille contre le pays et utilise des éléments qui sont très loin de la vérité. C'est tout. Nous avons un troisième volet à discuter, celui de Netanyahou, Obama et Trump. C'est une première historique depuis 1979. Les États-Unis n'ont pas utilisé leur habituel droit de veto contre la résolution des Nations Unies qui condamne la colonisation d'Israël sur les territoires occupés vendredi. La relation détestable que le président Barack Obama entretient avec le dirigeant israélien y est beaucoup. Benjamin Netanyahou lui préfère déjà Donald Trump, et plus d'explications avec AHL. La décision du président américain de ne pas bloquer une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant les colonies israéliennes a mis au jour tous les griefs que les deux hommes ont nourris depuis leur entrée en fonction en 2009. Barack Obama est arrivé à la Maison-Blanche trop confiant, certain qu'il pourrait être le président qui résoudrait le différend de plusieurs décennies entre Israéliens et Palestiniens. Il a débuté par demander l'arrêt de nouvelles colonies pour entamer des négociations. Immédiatement, Benjamin Netanyahou a considéré ce nouvel ami américain comme un naïf qui n'a pas saisi la menace existentielle sur Israël. L'annonce d'une nouvelle construction à Jérusalem-Est, alors que le vice-président Joe Biden effectuait sa première visite officielle en Israël, a rendu Obama furieux. Le Premier ministre israélien, lui, n'a pas apprécié les négociations secrètes d'Obama avec Téhéran et l'accord conclu avec l'Iran pour lever les sanctions internationales. Même l'aide de 38 milliards de dollars américains de sécurité pour Israël, signée au début de l'année, n'a pas satisfait Netanyahou. Il tablait sur 45 milliards de dollars, selon le Washington Post. La polémique sur la colonie d'Amona, début décembre, et la proposition de loi pour légaliser tous les avant-postes illégaux a jeté les dernières gouttes d'huile sur le feu. Celle-ci, adoptée en première lecture, a été ajournée. Benjamin Netanyahou tient à éviter ce choc tant que Barack Obama n'a pas quitté la Maison-Blanche. Il attend visiblement l'investiture de son successeur, Donald Trump.